Bon, alors, je rappelle quand même les quelques points importants de cette législation agraire de 1793, parce que elle a repris celle d'août 92, mais elle a été cette fois-ci appliquée, et elle a été appliquée très rapidement. Très rapidement, parce que les paysans étaient déjà prêts, ils n'attendaient que ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont eu? Tout le domaine des censives. Les domaines des censives, ça représente, en gros, d'après les estimations dont on dispose, 50% environ des terres cultivées en France. Hein, 50%. Il demandait également les biens communaux, que ce soit réglé, que les seigneurs ne puissent plus les usurper. Parce que les seigneurs ont usurpé les biens communaux pour les transformer en domaines proches du seigneur et pouvoir les louer sous d'autres formes. Bien. Alors, ils ont demandé cela, ils l'ont obtenu. C'est-à-dire qu'enfin, depuis des millénaires, on leur répond, enfin plus d'un millénaire, on leur répond favorablement pour la propriété communale des biens communaux et avec les droits d'usage maintenus, droits d'usage par habitant, hein, par habitant qui a été la conception de l'époque. Et ensuite, il y a eu des mesures qui ont été prises pour que les biens nationaux, les biens d'église, qui avaient aussi été partagés entre les tenanciers et le domaine proche, soient vendus en petits lots pour les paysans. Et il y a toute une politique montagnarde, une politique qui s'ajoute à cela, pour essayer de créer des lopins de subsistance pour les paysans pauvres et sans terre, et pour les indigents, au lieu d'avoir des errants et des mendiants. Vous connaissez les dégâts que ça représente, la misère. La misère, ça coûte très cher à une société. La montagne, elle l'avait compris, et ce qu'elle essayait de résoudre précisément, c'était l'indigence. Et c'est un des grands objectifs de la politique montagnarde, c'est de trouver des solutions concrètes, immédiates, à cette question de la misère, de la mendicité et de l'indigence. Et c'est ça que Saint-Just appelait le bonheur. Le bonheur est une idée neuve en Europe, et il propose des compléments à cette politique de distribuer le plus possible et de rendre accessibles des lopins de subsistance de façon à ce que on puisse au moins travailler, quand on est misérable, travailler cette petite terre pour essayer de se nourrir, tout ou en partie, tout c'est bien ce qu'il faudrait souhaiter, mais au moins en partie, et se libérer de cette horreur qu'est le chômage misérable et mendiant. Alors il y a beaucoup de mesures qui sont prises sur ce plan. Et alors cette législation a été conservée à l'issue de la Révolution, et aucun gouvernement aussi contre-révolutionnaire qui se prétendait l'être n'a osé y toucher. Louis XVIII disait à ceux qui lui demandaient de rétablir la féodalité: « Messieurs, voulez-vous rallumer la jacquerie en France? Alors tenez-vous bien, restez tranquilles et acceptez le partage. Ça va. » Bon, je trouve que c'est très important de comprendre que l'initiative politique est celle du partage à cette époque. C'est très intéressant. Alors maintenant, on va rentrer dans la démocratie communale par d'autres points que la réforme agraire. Comment construire une démocratie sociale? Alors le problème s'est posé dès le début de la Révolution, dès 1789, à cause de la réunion des États généraux, bien évidemment, et que les États généraux ont mis en pleine lumière ces pratiques populaires des assemblées primaires, des communautés villageoises qui ont gagné les villes. Alors vous avez une situation révolutionnaire qui est tout à fait intéressante à partir de la convocation, de la réunion des États généraux. C'est que Ah oui, puis je rappelle quand même le mode de scrutin qui a été choisi par le roi finalement en janvier 1789 après des bagarres terribles, parce que les notables des villes refusaient d'appliquer
le droit des assemblées primaires communales et excluait tous les pauvres, le quatrième ordre, hein, l'ordre des indigents, et leur faisait tout ce qu'il pouvait pour empêcher que les pauvres viennent voter lors des assemblées électorales des États généraux. Alors le roi a été obligé de trancher parce qu'il y a eu des bagarres dans tout le pays. Et le roi a choisi en janvier 1789 un mode de scrutin qui est très intéressant et qui est une voix par, enfin un chef de feu. La voix sera, le vote sera fait par les chefs de feu. Et les chefs de feu, il y a des hommes et des femmes. Les femmes ne sont pas exclues parce que ce sont des femmes, parce qu'elles ne le sont pas dans cette société depuis le Moyen Âge. Et que c'est absurde de vouloir imaginer aujourd'hui, parce que, je ne sais pas quoi, on a des interprétations, ceci ou cela, que les femmes étaient exclues, ont toujours été exclues de tout, ce qui est faux, ce qui est totalement faux. La preuve, c'est qu'elles y participaient. C'est que nous avons plutôt oublié cette histoire. Et c'est bien dommage. Franchement, c'est bien dommage. Hein? Mais pourquoi on se prive du bonheur d'une histoire intéressante qui peut ouvrir des horizons? Enfin, c'est comme ça. Alors, cette question, donc, s'est posée dès 1789, elle n'est pas venue au fur et à mesure. Et au contraire, elle a été attaquée immédiatement. Dès que l'Assemblée nationale qui est sortie des États généraux a vécu le mois de juillet 1789 avec la Grande Jacquerie et la révolution municipale, dès qu'elle a vécu cela, immédiatement elle s'est dit c'est pas possible, c'est pas possible. Le peuple qui intervient dans cette histoire, ce n'est pas tolérable, il faut les écarter. Et alors immédiatement, Sieyès s'est fait le porte-parole de l'aristocratie de la richesse et il a obtenu, avec la Constitution de 1791, cette terrible division entre les citoyens passifs et les citoyens actifs pour cause de richesse. Et ont été exclus, enfin l'objectif c'était d'écarter ces assemblées primaires communales avec leurs pratiques épouvantables. Et ce peuple qui sent mauvais, qui sent l'ail et l'oignon, enfin ces gens pas éduqués, etc. Et toutes les insultes que l'on peut sortir et dire à l'époque, puisque la partie supérieure du tiers-état s'appelait les honnêtes gens et qu'elle traitait elle-même, c'est elle qui inventait ce vocabulaire, le peuple, le quatrième ordre, de canaille et de populace. Oui, c'est peu aimable, c'est assez peu aimable. Bon, voilà. Enfin, donc le problème est posé et en fait, la révolution, ce qui est intéressant de voir, c'est que le mouvement révolutionnaire a empêché que l'on ferme les assemblées primaires communales. Tous les partis démocratiques, dès 1790-91, même sous le régime censitaire, ont essayé par tous les moyens d'empêcher que les assemblées primaires ne puissent pas se réunir. Ils ont continué de les aider à se réunir et à fonctionner. Et dans les villes, il y avait qui n'avaient plus le droit de vote depuis le XVIe siècle. Elle l'avait perdu pour un tas de raisons. Elle l'avait remplacé par des privilèges fiscaux. Et même dans les villes, les pratiques populaires des communautés villageoises revenaient. Et vous aviez des quartiers entiers, on le sait bien, on a étudié Paris, Albert Soboul a étudié Paris, Dominique Godino a étudié Paris également, du point de vue des femmes. Et elle a bien vu que les femmes étaient dans les assemblées primaires communales et dans les sections de communes des villes. Et elles donc participaient au vote. Donc, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que la Révolution, c'était ça aussi, c'est que le mouvement populaire continuait. Hein, la paysannerie continuait à se révolter malgré une législation qui était tout à fait contraire. Alors, en 92, après le 10 août 1792, donc le suffrage universel est rétabli. Et ce suffrage universel, il est comme il est, c'est-à-dire c'est les assemblées primaires des États généraux, c'est toujours les mêmes, forcément, évidemment. Hein, et c'est celles qui ont fonctionné pendant toute la période révolutionnaire avec cette institution extraordinaire que les citoyens ont inventée dès la fin de la transformation des États généraux en Assemblée nationale et en continuant de se réunir dans les assemblées primaires. Hein, voilà. Alors ils ont continué de le faire. Et pour eux,
eh ben, ils continuaient leur mouvement. Ils n'étaient pas arrêtés par une constitution aristocratique. C'est pas que ça ne les dérangeait pas, mais ça ne les empêchait pas de continuer de se réunir. Alors, ils étaient bien sûr réprimés, mais c'était difficile aussi dans la période révolutionnaire de réprimer, parce que les jacqueries étaient armées également. Donc, difficile. Donc, nous sommes vraiment dans une période révolutionnaire. C'est ça, la révolution aussi. J'en parle parce qu'il faut bien qu'on comprenne ce que c'est que la révolution. Hein. C'est important, cela. Mais enfin, ceci dit, le droit de vote, c'est pas suffisant. Il a été rétabli. Et puis, ça ne suffit pas. On le sait bien que ça ne suffit pas pour faire une démocratie. Il faut encore des liens entre les électeurs et leurs députés à l'Assemblée. Et ces liens, ils ont véritablement existé dans la période et je trouve ça extrêmement intéressant. Je vais vous en dire quelques mots. Je vous ai déjà expliqué le principe, c'est le principe que le mandataire doit rendre des comptes à ses mandants, comme on disait à l'époque. Il doit rendre des comptes, il doit au moins dire ce qui se passe, etc. Et il y avait des députés qui le faisaient, ils avaient des journaux pour cela, lettres à mes commettants des uns et des autres. C'était tout à fait intéressant. Il y a une étude qui a été faite par Jean-Pierre Gross, GRO2S, sur les représentants en mission dans le quart sud-ouest de la France, et qui concerne même ici, Guéret, qui est cité souvent, et toute la région. Et qui est très intéressant parce que c'est une des rares études qui permettent de dépasser le simple rappel de la législation à l'époque de la Convention montagnarde et qui rentre dans l'application concrète de la politique montagnarde en 1793-94. C'est vraiment intéressant comme tout. Alors je vais rappeler quelques exemples sur ce thème-là. Il montre dans son travail comment les députés envoyés en mission dans leur département d'origine, si je puis dire, enfin là où ils ont été élus, étaient envoyés. Pourquoi? On faisait ça depuis 1789 d'ailleurs. Hein. Quand il y avait un problème dans le département, on envoyait de préférence les députés qui connaissaient les gens, la situation, etc. On les envoyait enquêter pour qu'ils comprennent mieux ce qui se passe et qu'ils reviennent à l'Assemblée pour exposer le problème et pour qu'on y réponde. Et c'est tout à fait intéressant. Alors en 93-94, il y a ces représentants en mission voient l'ébullition, l'effervescence du mouvement populaire et paysans, etc. Et en plus, à cause de ce problème de réorganiser le marché des subsistances qui a été désorganisé par les politiques de liberté illimitée du commerce des grains, etc. Donc il faut bien répondre à ces questions. Et le mouvement populaire, là aussi, construit lui-même son programme puisqu'on ne s'occupe pas de lui. Hein. Un peuple abandonné est un peuple qui est condamné à s'occuper de lui-même. Et de s'occuper de lui-même, c'est aussi, comme le montre cet exemple, inventer son projet et puis essayer de le mettre en place. Alors il le fait avec les moyens du bord, avec ce qu'il peut faire. Les représentants en mission, quand ils venaient, ils découvraient ça et ils informent la Convention. Ils disent, mais voilà ce qui se passe, il faut compléter la politique du maximum. C'est eux qui informent d'une manière extrêmement précise, vraiment intéressante comme tout. Et alors on a tout le détail de l'étude ici qui informe l'Assemblée de la situation et des solutions qui sont trouvées par le mouvement populaire et sur lesquelles il faudrait intervenir, approfondir et les aider. Et alors, ils se sont intéressés en particulier à la question de la mise en place du maximum, contrôler les prix des denrées de première nécessité, des subsistances, relever les salaires, puisqu'il y avait eu des déséquilibres qui étaient terribles, puisqu'ils conduisent les gens à mourir de faim, hein, c'est quand même grave. À organiser l'impôt forcé sur les riches, parce que depuis 1789, l'impôt n'est plus levé. Alors, on organise des impôts, mais alors, dans quel esprit va-t-on faire ce système-là? Il y a des riches qui comprennent que la situation est réelle, et les impôts levés sur les riches sont utilisés pour les secours publics. Donc, il y a ici des formes qui sont importantes et intéressantes de
fraternisation qui s'organise, de respect des gens en même temps, tout en construisant l'impôt progressif, parce que le projet des montagnards, c'était de réaliser un véritable impôt progressif avec un maximum aux fortunes. Mais le temps de le mettre en place, parce que l'idée a été arrêtée, votée, etc., mais le temps de le mettre en place, eh bien, ça n'a pas pu se faire dans la période montagnarde. Et ensuite, bien sûr que non, mais ce sont ces moyens qui ont été pris. Et ce sont des moyens qui sont intéressants parce que là aussi, il y a essai de construire une économie politique, une politique démocratique sur la fraternité entre les gens et non pas sur les divisions. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Et Jean-Pierre Gross montre qu'il y a des représentants en mission qui ont des pratiques violentes et qui sont minoritaires et qui sont violents et bornés, et d'autres qui pas du tout, qui ne pratiquent absolument pas ce genre de méthode. Il le montre avec l'exemple de divers exemples, celui des fêtes populaires et des banquets civiques. Il y a des banquets où chacun apporte ce qu'il peut et tout est partagé, et d'autres banquets où certaines fois où c'était la classe riche qui refusait de donner aux autres, mais parce qu'il y avait un climat qui était particulièrement difficile et déplaisant. Ils ont compris et ils ont répercuté à la Convention que la question des salaires était une priorité, et la Convention montagnarde a vraiment compris des choses et légiféré sur ces questions. Ils ont compris également que les chômeurs devaient être aidés, et ils ont compris aussi qu'il fallait établir un revenu minimum garanti. Ils ont aussi fixé l'âge de la retraite dans les manufactures à 50 ans. Il ne faut pas le dire trop fort. Il ne faut pas le dire trop fort. Enfin, l'espérance de vie était très basse à l'époque. Et puis d'y introduire également des jours de repos, car il n'y en avait pas. Alors, ils se sont rendus compte de tout ça. C'est ça qui est intéressant. Si vous voulez, le livre de Jean-Pierre Gross, il est merveilleux parce qu'il vous donne ce genre de précision extraordinaire. C'est remarquable. Ils se sont encore intéressés à l'enseignement professionnel et ils ont essayé d'initier aussi la chose pour certains d'entre eux. Et la conclusion de Jean-Pierre Gross sur son étude sur ce quart sud-ouest de la France à l'époque montagnarde rejoint celle de Buonarroti, qui après Thermidor parlait de la politique montagnarde comme une expérience d'économie sociale démocratique, une économie sociale démocratique en faveur des travailleurs. Et en effet, le détail que fournit le travail de Gross permet de très bien le comprendre. Et on s'étonne de l'interprétation des historiens du XXe siècle qui ont voulu voir avec la montagne une politique de type capitaliste, libérale, dirait-on aujourd'hui, économie de marché, etc. Non, il ne l'a absolument pas rencontré, et au contraire, c'était ce qui vient d'être dit, une politique centrée sur la réalisation des droits de l'homme et du citoyen, qui était tournée sur le droit à l'existence et la liberté. Alors ce droit à l'existence, c'est le pivot de la politique montagnarde. Je voudrais vous dire quelques mots quand même sur le gouvernement révolutionnaire. Qu'est-il ? Le gouvernement révolutionnaire. Alors ça, c'est un petit peu aussi comme la révolution des 31 mai de juin 1793. Les interprétations sont des plus loufoques. Alors courage, allons-y. Le gouvernement révolutionnaire a été instauré par la Convention montagnarde entre le 10 octobre et le 4 décembre 1793. 10 octobre, 4 décembre. Et l'historiographie a eu bien du mal à comprendre l'esprit de cette institution. Je rappellerai l'interprétation de Alphonse Hollard, qui est l'historien du centenaire 1889, et qui a beaucoup
publié de documents sur... il a publié en plus de 100 volumes, vous voyez le genre, les actes du comité de salut public, pour enfin savoir ce qui se passe. Hein. Donc c'est nous, aujourd'hui, qui pouvons profiter de ces publications, parce que la publication n'est pas encore terminée, bien évidemment. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit, lui, Alphonse Lard, en dépouillant les archives? Il dit, en 1900, dans son grand ouvrage sur l'histoire de la Révolution française, que le gouvernement révolutionnaire a fonctionné comme un ministère qui serait représenté par le comité de salut public, je vais y revenir, le comité de salut public, comme un ministère responsable devant l'Assemblée, à la manière du fonctionnement de la Troisième République. Il avait ça sous les yeux, il a vu ça comme cela, il l'a interprété de cette manière-là. Vous savez, c'est fréquent. Hein. Bien. Mais Hollard ne voit aucune dictature là-dedans. Et c'est très intéressant de constater qu'en 1900, il n'y a pas de dictature. Pour Jaurès, non plus. Jaurès n'est pas un historien. Comme vous le savez, il était occupé à beaucoup de choses. Mais enfin, il s'est intéressé à l'histoire de la Révolution française. Il ne voit pas non plus de dictature. Hein. L'idée de la notion de dictature est toute récente. Et elle date de la période des historiens marxistes soviétiques. Voilà, il faut le dire, c'est intéressant, c'est important de le comprendre. À une époque où on valorisait la dictature, et pas seulement la dictature du prolétariat, les formes d'exercice du pouvoir étaient considérées comme des dictatures. Il n'y avait que des dictatures. Bon, et c'est donc la version des marxistes tendance soviétique qui a finalement imposé, si vous voulez, cette notion de dictature, avec un sens laudatif au début, qui ensuite s'est retourné. Et le plus grand retournement qui a pu être fait, c'est bien celui de François Furet, qui, comme vous le savez, était au Parti communiste français et qui est sorti sur sa droite, toute, ça c'est certain, et qui en est arrivé à sortir, à dire des choses, des inepties qui sont absolument inaudibles. Enfin, je veux dire, c'est grotesque, hein, avec la Révolution française comme matrice des totalitarismes du XXe siècle. Mais bon, enfin, lui était déjà formaté à la dictature, disons. Et il y est resté. Il y est resté. C'est ça qui est grave. Si encore il avait pu y échapper. Eh ben non. Alors je reviens au sujet. Donc j'ai rappelé tout à l'heure que le comité de salut public avait été créé le 6 avril 1793 par la Convention girondine pour des mesures de salut public en période de grande panique. Ce comité, quels étaient les pouvoirs de ce comité de salut public? Ce comité est formé de députés de la Convention, des collègues, que l'on va nommer, élire au sein de la Convention pour ce travail de proposer des mesures de salut public. Et est-ce que c'est une question de comité secret dictatorial? Évidemment que non. Et ils en ont discuté. Il suffit de lire les débats parlementaires pour voir que les députés ont discuté pour savoir si ce comité de salut public allait exercer un pouvoir disproportionné par rapport au pouvoir des députés ou non. Alors, c'est intéressant de se reporter aux archives. Et les archives parlementaires ont été éditées et publiées. Elles sont accessibles. Hein. Donc, on peut vérifier les choses. Et c'est tout à fait essentiel de pouvoir les vérifier. Par ailleurs, et ensuite, disons, les membres de ce comité de salut public ont été réélus chaque mois dans la période de la Convention montagnarde. Chaque mois. Vous imaginez un peu? Nous, quand on fait nos élections, on a pour un certain temps. Hein, c'est pas chaque mois. Mais bon, chaque mois. Et on appelle ça une dictature. Je veux dire, il faut commencer à être sérieux un petit peu. Je veux dire, ça n'est pas possible. Il n'y a pas de dictature ici. Et il s'agit au contraire d'une institution éminemment responsable. Pourquoi? Bien parce que le comité de salut public est chargé de quoi faire? Ah une chose très bizarre, c'est un petit peu comme le rappel des mandataires infidèles. Hein?
faut avoir de l'imagination politique pour comprendre. Or, nos théories politiques actuelles, elles sont très pauvres. Vous allez voir. Et le comité de salut public, il est chargé de surveiller les ministres. Surveiller les ministres, de comprendre, d'être informé pour savoir ce qu'il se passe dans les départements et comprendre les problèmes et puis faire des propositions, effectivement, de mesures. Mais faire des propositions à qui? La Convention, pardi. Et qui vote? La Convention. Pas le comité de salut public en secret. Hein? Pas du tout. Donc il n'y a pas de dictature ici. C'est une idée qui est complètement fausse et son corollaire, le centralisme jacobin, n'existe pas davantage. Un mot sur le centralisme jacobin. Quand j'entends ça de la part des politiques aujourd'hui, mais je suis plié en quatre de rire, puisque je ne veux plus m'attrister. C'est lamentable, c'est ridicule. Depuis 1789, le système de la Révolution française, c'est même Alexis de Tocqueville qui l'écrit et qui le dit. Hein, et Alexis de Tocqueville, c'est quand même pas un ami des révolutionnaires. Hein, franchement. Allons, soyons sérieux. Il décrit dans l'Ancien Régime et la Révolution que l'esprit des lois depuis 1789 jusqu'en 1795, mettons, bien que ce soit un peu tiré par les cheveux, 95, mais enfin bon, bref, a été un système totalement décentralisé. Qu'est-ce que ça veut dire centralisation administrative? Eh bien, ça veut dire, parce qu'on dirait qu'on l'a oublié, que c'est le pouvoir exécutif qui contrôle l'application des lois, comme dans les systèmes où vous avez des ministres avec des agents qui viennent des ministères et qui sont envoyés vers le local pour appliquer les lois. Et qui sont responsables devant qui? Devant qui sont-ils responsables? C'est ça que ça veut dire décentralisation. Ils sont responsables devant leur ministre ou l'administration du ministère. Mais ils ne sont pas responsables devant les citoyens. Alors que dans la période révolutionnaire, le système de décentralisation administrative s'effectue par les communes, les cantons, les districts, les départements, qui sont tous élus. Tous élus. Toute cette hiérarchie administrative est élue par les citoyens. Donc, dire qu'il y a un centralisme jacobin, moi je me tords de rire. Enfin, je veux dire, je ne peux pas prendre ça au sérieux. C'est ridicule. Vous comprenez? Voilà, donc il n'y a pas de dictature, il n'y a pas de centralisme jacobin. Il n'y a pas de centralisation administrative. Alors, est-ce que le gouvernement révolutionnaire va inventer la centralisation administrative et le centralisme jacobin? Car enfin, la question est là. Alors, le rapport de Saint-Just à la Convention du 10 octobre 1993 explique ça très clairement. Mais c'est difficile à comprendre, une fois de plus, quand on n'a pas beaucoup d'idées en politique. Ça, c'est certain. Le mouvement populaire avait exprimé très clairement depuis la révolution des 31 mai 2 juin 1993, on est au 10 octobre, qu'il y avait quelque chose de curieux qui se passait et qui est formulé comme cela par les sources où le peuple s'exprime. Et Jean-Pierre Gauche le retrouve avec ses représentants en mission qui le disent de la même manière. Ils disent les lois sont révolutionnaires, mais elles ne sont pas appliquées. C'est un vrai problème, ça, en politique. Vous faites des lois, elles ne sont pas appliquées, elles ne sont pas appliquées, elles ne sont pas appliquées. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? Bon, eh bien, ça voulait dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose de très intéressant, qui est là une véritable contradiction, une vraie contradiction, celle-là. Si le pouvoir législatif fait des bonnes lois et qu'elles ne sont pas appliquées, c'est que précisément, l'exécutif s'immisce dans la chose et empêche l'application de la loi. Alors, quelle est la solution proposée par Saint-Just? Saint-Just ne propose pas des agents ministériels. Il propose de responsabiliser les élus locaux. Et comment va-t-il le faire pour responsabiliser les élus locaux? Eh bien, il va prendre le procureur, qui est la personne élue par les citoyens dans les communes et dans les districts, dans les départements, qui est chargé de contrôler si les institutions sont bien respectées, oui ou non. Si on a fait les assemblées comme il fallait, avec le mode de scrutin qu'il fallait, etc. etc. Hein, voilà, c'est ça à quoi il sert, ce personnage.
Eh bien, Saint-Just propose que ce soit ce procureur des communes, des districts et des districts qui écrivent par lettre, correspondance, hein, par la poste, tous les 10 jours, un compte-rendu de l'état de la situation dans leur ressort et qu'ils envoient ça au comité de salut public qui va le lire et qui va être au courant. Là, il se passe ceci, là, il se passe cela. Et s'il ne le fait pas, il sera démis. Il sera démis par décision du comité de salut public de la Convention. Hein. Et démis, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il va être remplacé par un agent ministériel? Non. Il sera remplacé par un nouvel élu qui, on espère, fera le travail. Voilà la solution démocratique qui a été inventée par les montagnards pour empêcher, éviter, ils n'en veulent pas, un centralisme administratif. Voilà. Donc c'est quand même important et intéressant, très intéressant. Alors est-ce que ça a fonctionné? Oui, ça a fonctionné. Et le 4 décembre 1793, on a ajouté 2 choses. On a ajouté 2 choses. On va publier un bulletin des lois de façon à ce qu'elles soient connues et correctement, et pas interprétées en cours de route. Un bulletin des lois pour qu'elles soient publiées, lues, etc. Et oui, on précise la responsabilisation des procureurs des districts pour faire ce travail. Hein. Donc on les responsabilise. Voilà comment ça s'est passé. Voilà ce que c'était que le gouvernement révolutionnaire. Alors à partir de cette légende d'un gouvernement révolutionnaire, Hollard a interprété la chose, mais même pas de façon... il a dit ça comme ça, il s'est répété religieusement depuis 1900, ce que je trouve quand même un peu manque de sérieux total, parce qu'enfin, les historiens ne sont pas faits pour se recopier les uns les autres, mais ils sont peut-être faits pour travailler de temps en temps dans les archives, ça fait du bien. Et ben là, ce n'est pas le cas. Et alors, vous lirez partout que la Constitution de 93 a été mise dans son arche de je ne sais pas quoi, et bien enfermée au chaud, tranquille, et qu'elle n'a jamais été appliquée. C'est absurde. C'est absurde. Parce que le gouvernement révolutionnaire aurait établi un gouvernement révolutionnaire jusqu'à la paix. Mais pas du tout. Ce que l'on peut constater ici, c'est que la Constitution de 93 a été appliquée en ce qui concerne le pouvoir législatif, mais elle n'a effectivement pas été tout à fait appliquée au pied de la lettre en ce qui concerne le pouvoir exécutif, parce qu'elle prévoyait l'élection des ministres. Et ça, la Convention montagnarde ne l'a jamais fait, enfin, ça n'a jamais été appliqué. Et le gouvernement révolutionnaire n'a absolument pas modifié l'organisation de la décentralisation, il a simplement organisé la responsabilisation des administrations locales pour l'application des lois. Voilà. Alors, ce qui est intéressant encore ici, c'est que nous avons ce caractère qui est dominant dans la politique montagnarde, qui est de chercher à lier, à relier, à faire communiquer, à faire que l'information circule entre les assemblées primaires communales et les députés, par les différents moyens que j'ai rapidement rappelés. Hein. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de le comprendre. Alors maintenant, je voudrais faire une remarque d'ordre méthodologique, en vous précisant ce que je viens de faire. Je voudrais que vous compreniez que je n'ai pas pris parti pour ou contre des faits historiques. Pas du tout. Ce n'est pas une prise de parti que je fais. Je fais mon travail d'historienne. Je cherche à établir des faits. Je suis étonnée qu'on appelle ça de façon diverse et variée. La révolution des 31 mai de juin, ça devient un coup d'État ou d'un coup de force de la Commune de Paris. Enfin, ça devient des choses tout à fait extraordinaires. Moi, historienne, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends rien. Je constate des choses différentes. Je le dis, je fais mon travail d'historien. Je dis cela parce qu'il existe une sorte de réflexe ou de préjugé selon lequel le seul fait de ne pas faire chorus avec les calomnies du temps
vous fait immédiatement suspecter d'être un fervent partisan de la chose. C'est voilà, c'est quelque chose qui fonctionne de cette manière-là. Mais je voudrais vous rappeler une anecdote que je trouve tout à fait sublime. Parce que Emmanuel Kant a expliqué exactement la même chose. Lorsqu'il était à Königsberg, qui est quand même très loin de Paris, il a noté, au sujet du jacobinisme, la chose suivante, vous allez voir. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très drôle quand je l'ai découvert. Il a écrit « Qui professe librement ses idées sur la Révolution française, est immédiatement taxé de jacobinisme. » Et jacobinisme. Jacobinisme, c'est l'insulte suprême. L'insulte suprême. L'insulte du courant royaliste qui avait inventé cette formulation. Bon, voilà. Pourquoi pas, après tout, ils savent ce qu'ils font, ils font cela. Mais j'ai trouvé ça quand même trop amusant, trop intéressant. Bon, et bien voilà, on va conclure sur cette remarque très forte d'Emmanuel Kant. Alors, oui, avant de terminer, d'achever, je rappelle simplement que je n'ai pas pu vous raconter toute la vie de la Convention montagnarde, comme vous vous en doutez. Ce sera peut-être pour une prochaine fois, mais voilà, j'ai essayé de vous faire pénétrer dans le fonctionnement de cette république démocratique et sociale. J'ai fait ce que j'ai pu. et voilà.